Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines des femmes libanaises fortes, passionnées, dont le parcours est remarquable. Notre invitée de la semaine est Danielle Hatem, économiste, fondatrice de la page Instagram D-Does Business et aussi cofondatrice de la société Dare Advisors. Danielle, merci d'être avec nous. Merci à toi, Lynn, de me recevoir ici dans ce studio. Alors, Danielle, vous êtes économiste. Après des études en économie à l'étranger, vous avez aussi travaillé de longues années à Paris pour Merrill Lynch, entre autres, pour BNP Paribas. Et vous décidez de rentrer à Beyrouth et vous lancez cette page Instagram, D-Does Business, en 2017. Exactement, 2017, bien avant la crise. Bien avant la crise, tout à fait. Comment est venue cette idée ? L'idée m'est venue parce que je commençais à voir que les réseaux sociaux, en particulier Instagram, étaient très utilisés. Les gens aimaient beaucoup avoir une présence sur ces réseaux sociaux. Mais c'était surtout à l'époque le fashion, tout ce qui avait avec le fashion, le food, fitness. Et je trouvais qu'il y avait, il y avait un gap et il y avait une place pour quelque chose qui était complètement différent. Quelque chose plus économie, finance, mais de façon très simplifiée. Parce qu'aujourd'hui, surtout à l'époque, l'audience qui était sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, c'est une audience qui voulait avoir les choses facilement, rapidement, avec de belles photos. Donc là, l'idée a commencé, c'était bien sûr un challenge parce que c'est pas évident que les gens soient intéressés, les gens qui étaient présents sur les réseaux sociaux, qui soient intéressés par les sujets économiques et financiers. Donc c'était un challenge, mais petit à petit ça a évolué avec le temps, avec les circonstances aussi. Donc j'ai dû changer et m'adapter aux circonstances qui ont changé selon le parcours, selon l'évolution du temps, disons. Bien sûr, et on voit que la page connaît un très grand succès, notamment à partir de 2019, lorsqu'il y a eu cette crise. Comment vous préparez vos sujets ? En fait, pour te dire une chose, Lynn, moi, en 2019, jusqu'à 2019, c'était surtout, je parlais de choses surtout internationales, globales, un peu du Liban, mais les gens étaient intéressés. Mais il n'y avait pas tellement d'intérêt. Mais en fait, en 2019, quand le taux de change n'était plus à 1500, quand les gens avaient réalisé qu'ils avaient perdu leur dépôt en banque, quand il n'y avait plus d'électricité 24/24, c'est là que les gens ont commencé à s'intéresser, à essayer de comprendre, non, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec nos dépôts à la banque ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'y a pas d'électricité ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on est arrivé là ? Et c'est là que l'intérêt a commencé à croître. Et c'est là où j'ai commencé à personnellement intervenir, à faire les petites courtes vidéos pour expliquer dans un langage très courant, simplifié, rapide, à la population, à la masse, ce qui se passait. Oui. Et là, pour revenir au sujet que tu m'as posé, en fait, à la question que tu m'as posée, qui a à voir avec les sujets que je choisis, ça dépend. Des fois, j'ai des vidéos qui sont pre-recorded. C'est des vidéos qui ont à voir avec des événements qui se passent peut-être il y a ce mois, le mois dernier, importants, to cover, dans la région au Liban. Mais à chaque fois que la Banque centrale sort une circulaire, directement, j'interviens. Donc, en fait, j'essaye d'expliquer aux gens ce qui se passe, qu'est-ce que cette circulaire veut dire par rapport à leur dépôt en banque, à leur pouvoir d'achat, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des sujets que je prépare à l'avance et des sujets que tu ne peux pas préparer à l'avance, que vraiment, you need to be there, right on point, au moment même, et balancer l'information aux gens très rapidement, très, très rapidement. Donc, vous faites un suivi très détaillé au quotidien de tout ce qui se passe politiquement et économiquement, puisque les deux secteurs sont liés. Bien sûr, il faut suivre toutes les nouvelles au moment même, être tout le temps alert, parce que les choses changent et évoluent très vite. Maintenant, au Liban, c'est vrai, il faut dire que la situation n'évolue pas du tout. Mais même à l'étranger, tu vois, on a eu le Covid, la crise, ça a affecté l'économie mondiale, le Covid. Ensuite, il y a eu l'inflation maintenant, tout ce qui se passe, les répercussions de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, tout ça a affecté l'économie mondiale aussi. C'est un sujet qu'il faut couvrir et que je
découvre régulièrement. Oui, on a remarqué que au-delà du Liban, vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui se passe dans le monde arabe. Bien sûr, parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que aussi il y a une perspective que j'aime mettre en valeur ici, c'est le fait de comparer le Liban au monde arabe. Donc en fait, je parle du monde arabe pour que les Libanais et l'audience libanaise qui suit ma page sache, bon voilà, nous on est là, rien ne change, rien n'évolue, ça fait 4 ans qu'on est dans la crise, rien n'a changé. Et ce monde arabe qui évolue jour pour jour, jour après jour, tu vois un progrès énorme et tu vois que nous, on ne s'arrête même pas là, on régresse. Et c'est très important que les gens puissent voir ça, cette nuance, parce que ça va les aider à mieux comprendre et mieux voir que, bon, voilà, le problème, c'est chez nous. Nous, on est en train de lire peut-être les mauvaises personnes qui sont en train de faire les mauvais choix et qui nous prennent vers le mauvais chemin, or que eux, ils sont bien avancés par rapport à nous. À propos de chez nous, pour parler du Liban, je ne vais pas empiéter sur le travail de mon collègue Maurice Matta qui présente la rubrique économie, mais je profite de votre présence pour vous poser cette question. On en est où au Liban dans ce secteur? Pour te répondre à cette question, si tu m'avais posé la question il y a 1 mois, ça aurait été la même réponse. Dans 2 mois, au rythme où on en est, ce sera la même réponse. Rien. Rien n'évolue. Ça fait 4 ans qu'on est dans la crise. 4 ans qui n'ont rien fait pour avancer les choses, pour améliorer la situation. Au contraire, perte de temps absolue, totale. Les politiciens, ça se voit, qu'il n'y a aucune intention d'améliorer les choses et d'aller vers l'avant. Les solutions économiques sont claires, on connaît exactement ce qu'il faut faire. Quelles sont-elles, à votre avis, si on peut en parler rapidement? Donc aujourd'hui, les solutions sont très claires économiques, on en a parlé plusieurs fois. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'on doit faire bank restructuring, résolution des banques, on doit mettre un capital control in place, banking secrecy, aussi travailler notre infrastructure, l'électricité, l'unification du taux de change, tout, on en a parlé, exactement toutes ces réformes qui doivent être faites, parce que nous, aujourd'hui, we need to reach an agreement avec l'IMF. C'est très important aujourd'hui, parce que l'IMF, c'est pas seulement les 3 milliards de dollars qu'on recherche à travers un agreement avec l'IMF, mais c'est aussi la confiance qui vient à travers cet agreement qu'on aura avec eux, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a plus du tout de confiance dans l'économie libanaise, dans le système libanais qui est en place aujourd'hui. Et le fait qu'on ait un agreement avec l'IMF, c'est genre, ça sert comme une police, en fait, sur nos politiciens, que ces 3 milliards ne vont pas être donnés d'un coup, ils vont être donnés au fur et à mesure qu'ils implémentent les réformes nécessaires. Et en même temps, les autres investisseurs, parce qu'on a aussi les fonds de cèdre, qui je ne sais pas encore s'ils existent encore ou pas, vu le fait que ça fait 4 ans, they were pledged like 4 years ago, et on n'a rien fait. Donc 11 milliards de cèdre, et aussi tu as d'autres investisseurs that are willing d'investir au Liban, mais qui attendent au fait qu'on fasse ce pas vers l'avant, qui est le premier pas serait un deal avec l'IMF. Donc là, on en est à un point mort. Même l'IMF, il y a 1 mois, ils ont dit que voilà, ils sont en train de rien faire. On voit que les politiciens, il n'y a pas d'intention de changer quoi que ce soit. Donc pour moi, la solution économique est stand-by for now. On peut, au vu des circonstances qui se passent politiquement. Donc le rapprochement qu'on voit irano-saoudien, ce rapprochement peut avoir des répercussions positives sur le Liban, selon quelques experts qui pensent que ce rapprochement va se traduire par quelque chose de positif, des investissements au Liban. Mais à mon avis personnel, tant qu'on n'aura pas fait des réformes de base, les réformes qu'on doit faire, ce sera quoi? Ce sera juste momentané, encore une autre solution momentanée, quelques dollars qui vont rentrer au Liban, quelques investissements, mais tant qu'on n'a pas fait les réformes qu'il faut faire, comme j'ai expliqué, donc restructuration des banques, restructuration de tout notre système, on parle même du système judiciaire au Liban, transparency, accountability, tout ça, aujourd'hui, on ne pourra pas restart our economy. Donc voilà, donc ça c'est très important à savoir. Donc une solution politique sans une solution économique n'est pas assez, à mon avis, ce sera toujours momentané. Qu'est-ce qu'on risque en fait à ne rien faire? À ne rien faire, on risque qu'on arrive à beaucoup de délais. Aujourd'hui, la Banque centrale, le chef de la Banque centrale va bientôt, son mandat finit bientôt. Donc on n'a personne à la tête de la Banque centrale, on n'a pas de président. Personne ne peut voter des lois, le Parlement ne peut pas voter de loi tant qu'on n'a pas un président en place. Donc ce qui fait qu'on a
un bordel. On va partir vers un bordel. Même le chef de l'armée, je pense qu'il a encore 1 an, si je ne me trompe pas. Donc aussi un problème sécuritaire. Et ceci va créer un genre de chaos. Aujourd'hui, nous, toujours, on pense que ouais, la diaspora est là. On a quelques personnes de l'étranger, des expats qui sont en train de transférer leur argent. C'est genre 6 à 7 milliards de dollars par an, mais ceci n'est pas assez. Aujourd'hui, on doit savoir que nous, on est un pays qui importe toujours tout presque de l'étranger. We are not self-sufficient. On ne s'autosuffit pas parce qu'aujourd'hui, on doit protéger nos industries. Ça, c'est essentiel. Donc, quand j'ai parlé d'économie, donc un des points principaux, c'est de protéger l'industrie libanaise, to protect it, to support it, et pour qu'on soit, in a way, self-sufficient, et on ne l'est pas aujourd'hui. Et donc, si on continue si tu veux, dans ce chemin. Aujourd'hui, ils disent qu'à la Banque centrale, il y a quoi, 9 milliards de dollars encore qui sont là. On va les dilapider au bout d'1 an, 1 an et demi. Et après, on fait quoi? Ce sera le bordel sécuritaire si le chef de l'armée aussi termine son mandat, sans le gouverneur de la Banque centrale aussi, comment ils vont faire, qui va dilapider, qui va succéder aussi au gouverneur. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un à la place ou pas? Il y a beaucoup de questions aussi légales. Si légalement, we can appoint someone avant la fin du mandat sans qu'il y ait un président en place. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation, pas de réponse. Et ceci, bien sûr, fait peur pour le futur. Ouais. Pour parler d'une information positive, nous attendons cet été au Liban plus de 2 millions de touristes. La plupart sont des expatriés. Quel impact ça a économiquement? Écoute, nous attendons toujours quelque chose. Le problème, c'est que dans ce pays, on attend toujours et on ne fait rien. Donc oui, c'est vrai que ça a un impact, si tu veux, peut-être momentané. Je vais toujours répéter le mot momentané parce que toutes les solutions sont momentanées. Donc voilà, on se dit, on va passer l'été, les expats vont venir, vont dépenser de l'argent au Liban. Ça va, si tu veux, pour un sur le court terme, il y a l'espace de 2-3 mois, ça va essayer de faire calmer un peu le taux de change. C'est tout, c'est ce que ça va faire, juste pour un petit bout de temps. Mais aujourd'hui, nous, on sait qu'on a un déficit dans la balance de paiement qui est aux alentours de 15 milliards presque de dollars. Aujourd'hui, en 2022, on a importé around 19.5 billion, 19,5 milliards de dollars. On a exporté 3,5 milliards. Donc, on a un déficit qui est là. Même les 7-8 milliards de dollars des remittances ne sont pas assez. Et ce qu'on exporte n'est pas assez pour couvrir ce déficit. Ce qui fait que ce déficit est en train de rester là. On n'est pas en train de trouver une solution claire pour ce déficit. Donc, ça va être une solution toujours momentanée. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, ces expats qui viennent au Liban, où ils vont dépenser cet argent? Ils vont dépenser dans les hôtels, dans les restos, donc dans des endroits très spécifiques. Donc cet argent va juste au secteur privé, ce qui te laisse avec une crise sociale qui est présente. Donc ça ne va pas dans la poche des pauvres. On te dit aujourd'hui que plus de 80% de la population du Liban vit sous le seuil de pauvreté. Et ces personnes ne vont pas voir autre qu'un peu de stabilité dans le taux de change pour 2-3 mois, ne vont pas vraiment voir ces dollars, ça ne va pas les affecter. Donc ça, c'est un problème aussi à tenir compte. Et le troisième point que je veux dire ici par rapport aux expats, parce que nous, on se sent, on dit toujours les expats sont là pour protéger, pour sauver le pays. Eh bien, les expats, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont quitté à plusieurs reprises. On a quitté pendant la guerre civile, il y a des gens qui sont partis. Maintenant, quand la crise a commencé en 2019, des gens sont partis. Et après l'explosion du port, on a vu des gens qui sont partis. Maintenant, ceux qui sont partis dans les pays du Golfe, tu peux compter sur eux qu'ils aient cette proximité avec le Liban. Mais ceux qui sont partis vers l'Australie, vers l'Amérique, vers le Canada, ces personnes, avec le temps, de génération en génération, vont perdre l'attachement qu'ils ont au Liban. Et là, on sera en train de perdre vraiment des personnes, des potentiels pour reconstruire ce pays. Et ça, c'est très dangereux à long terme. Et un dernier point aussi que je veux dire, aujourd'hui on entend beaucoup dire que bon, le secteur privé, il arrive à se débrouiller tout seul. Il arrive à reprendre, il paye les salaires en dollars, fresh dollars et tout ça. Mais aussi c'est un problème parce que sans secteur public, tu peux pas redémarrer. Tu as besoin d'un minimum, un gouvernement en place. Aujourd'hui, tu veux ouvrir une société. Comment tu peux opérer cette société? Tu as besoin de documentation, tu as besoin de passer par le secteur public. Donc, ce qui te montre qu'aujourd'hui, sans secteur public, tu ne peux pas opérer non plus. Tu ne peux pas dire, bon, le secteur privé prend tout en charge. Non, il faut un minimum de balance entre les deux. Et donc, il faut le restructurer.
Bien sûr, ça c'est bien sûr. Et encore un dernier point, je parle beaucoup quand il s'agit d'économie. On en profite. Écoute, un dernier point, si tu remarques aussi, quand je parle de restructuration des banques, c'est comme si on est en train, on remarque qu'il y a de nouveaux circulaires qui sortent, comme le 165, le dernier de la Banque centrale, où on parle de l'argent fraîche. C'est comme si on avait complètement oublié les dépôts qui sont là, qui sont dans les banques. On n'en parle plus, c'est fini, c'est du passé, et on va vers l'avant sans résoudre les problèmes du passé. Mais on ne peut pas commencer comme ça. Ce n'est pas comme ça que tu redémarres une économie. Tu résous tes problèmes, tu trouves une solution à tes dépôts, même si on sait très bien que ces dépôts n'existent plus. Tu trouves une façon, tu dis la vérité déjà, on commence par dire la vérité. Tu trouves une façon ou une autre de voir comment tu peux rendre ne serait-ce qu'une partie de ces dépôts aux gens. Et puis, tu parles de fraîche. Mais aujourd'hui, c'est comme si ça n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et donc ça n'aide pas pour la confiance non plus. Dont souffrent de très nombreux déposants au Liban. Pour revenir à vous et à Dear Advisors, que vous venez de cofonder, vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, voilà. Donc moi, comme j'ai commencé avec Dida's Business, et ça m'a pris du temps, tu sais, pour gagner la confiance des gens, parce que, bon, ils t'écoutent une fois, 2 fois, 3 fois, mais il faut vraiment que tu prouves que tu avais raison, que, en fait, tu arrives à avoir une bonne analyse de la situation. Donc, avec le temps, comme j'ai pu gagner la confiance des gens qui étaient essentiels pour moi, je me retrouve avec beaucoup de personnes qui me posent beaucoup de questions, genre qu'est-ce que je dois faire, où je dois investir mon argent, quoi faire, j'ai besoin de monter ma société, j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse un business plan, tu peux m'aider, on a besoin de workshops par exemple. Donc, à travers cette société Dear Advisors et ma partenaire Rim Fayad, Rim, en fait, on a commencé cette page ensemble. Elle travaillait plutôt part-time avant avec moi, maintenant on became full-time, donc on launch cette compagnie, Dear Advisors, under which on aura tous les services, genre si quelqu'un veut par exemple, avoir une idée sur construire un portefeuille d'investissement, on peut l'aider. Si, par exemple, il y a une vidéo où je parle du gold parce que souvent on me pose si on doit acheter le gold ou not. S'ils veulent plus d'informations. C'est une question qui se pose beaucoup ces derniers temps. Beaucoup, surtout avec les taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter aux États-Unis, etc. Si on garde en dollars, dépôts, le gold, etc. Donc voilà, donc s'ils ont besoin, par exemple, de passer 1 heure de temps juste avec moi, Erim, ils peuvent passer au bureau. Aussi, on peut faire genre des conseils de 1 heure, 2 heures de temps, des meetings. Donc ça peut être des conseils très précis, tout comme ça peut être des conseils globaux. Et en même temps, on peut faire les business plans, on peut faire des valuations et on peut faire des workshops aussi. Workshops chez nous, au bureau, et des workshops aussi en des collaboration. Ateliers si c'est une société. Exactement, avec des sociétés. Donc, c'est ce qu'on essaye donc, de faire. 2 femmes à la tête d'une compagnie qui offre des conseils en économie. C'est la première, en fait, à qui je dis que je lance cette compagnie. C'est bien, donc c'est un scoop pour l'émission. Exactement, c'est un scoop pour l'émission parce qu'en fait, je dois la lancer très bientôt. J'ai déjà commencé le website, c'est presque terminé. Donc, d'ici 1 semaine, 2 semaines, je devrais faire l'annonce sur ma page aussi. Donc, ça permet aux dizaines de milliers de followers sur votre page Instagram qui veulent un peu développer des compétences en économie ou bien d'avoir des informations un peu plus détaillées, de pouvoir en profiter avec vous. Exactement. Exactement. Donc, très intéressant aujourd'hui. Un plaisir de vous avoir avec nous, Danielle. Vous réussissez à rendre l'économie, personnellement, c'est un sujet un peu compliqué pour moi, mais grâce à vous et à votre page, et j'imagine de très nombreuses personnes qui vous suivent, on apprend simplement de façon plus, on va dire, plus facile, un peu quels sont les secrets de l'économie globalement. On essaie de comprendre, on apprend à comprendre. Et donc ça, c'est très utile. C'est beaucoup plus facile qu'en fait, quand tu vois quelqu'un sur CNBC qui montre, qui parle, qui utilise les termes un peu compliqués, difficiles. Les gens, tu sens, les gens, ils ont peur, ils veulent plus écouter, c'est trop compliqué pour moi. Mais quand tu facilites la chose aux gens, tu leur expliques dans le langage facile, courant, qu'ils aiment écouter et qu'ils aiment entendre, tout devient plus facile. Merci beaucoup. C'était Une femme, une histoire avec Danielle Hatem, économiste, fondatrice de la page Dida's Business et cofondatrice de la société Dear Advisors. Suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.